On va passer la parole à notre dernière intervenante, donc le docteur Lisette Volpe-Gillot, donc qui est neurologue et gériatre au niveau de l'hôpital Léopold Bellan à Paris et qui va nous parler du diagnostic tardif de Mediacor de Lewy à propos de son expérience, je suppose, de sa filière. Voilà, tu as une parole pour 20 minutes. Merci beaucoup Jean, merci aux organisateurs de m'avoir proposé donc de vous parler de ce diagnostic tardif de la maladie à corps de Lévy. Donc effectivement, j'ai sur Léopold Bellan une filière complète de prise en charge des maladies neurodégénératives, de la consultation mémoire, hôpital de jour, jusqu'à des unités d'hospitalisation classique pour les décompensations des maladies neurocognitives. Et c'est un peu cette expérience du coup qui me vaut d'être ici et puis de vous parler. Voilà, je vais diviser mon propos en 4 points. Donc déjà, est-ce que c'est une réalité ? Je pense que voilà, vous serez tous d'accord pour dire que oui, ça l'est. On va voir pourquoi. Et pourquoi c'est une réalité ? Il y aura déjà le point de savoir pourquoi on ne repère pas ces diagnostics ou pourquoi il y a des difficultés à analyser ces symptômes. Ensuite, une fois qu'on analyse ces symptômes, qu'on les a repérés, est-ce que c'est bien la maladie à corps de Lévy qui en est responsable ? Donc, dans l'enquête étiologique, qu'est-ce qu'il va y avoir comme facteur confondant ? Et puis, pour terminer, mais qui me paraît aussi important, c'est les enjeux d'un diagnostic au stade tardif. Donc, premièrement, est-ce que c'est une réalité ? Alors, j'ai voulu illustrer ce propos, justement. Frédéric disait que l'Angleterre était pays de choix pour la maladie. Paraît une étude anglaise qui est assez récente, puisqu'elle date de 2020, qui a étudié finalement le diagnostic dans 2 régions d'Angleterre. Vous voyez qu'elle a vu, ils ont étudié donc 74 patients qui avaient une maladie à corps de Lévy, 72 qui avaient une autre maladie, donc pas une maladie neurocognitive, mais pas une maladie à corps de Lévy. Ils ont fait en sorte que ces patients soient similaires en termes d'âge, de sexe, de performance cognitive. Et puis, ils ont aussi regardé des patients qui avaient une maladie de Parkinson idiopathique ou un Parkinson avec troubles cognitifs, mais on ne va pas parler de ces patients-là. Eh bien, si on compare ces patients, ces 74 patients aux 72 autres patients, on voit que ceux qui ont une maladie à corps de Lévy mettent plus de temps à arriver au diagnostic. En fait, c'est le tableau qui est en haut, avec un délai encore plus prononcé s'ils sont jeunes. C'est la courbe en bas où on voit qu'il y a vraiment un lien entre les deux, et que ces patients, non seulement ils arrivent plus tard au diagnostic, mais ils doivent passer plus d'examens, ils doivent voir plus de médecins, et puis ils ont plus de diagnostics alternatifs, c'est-à-dire qu'on fait d'autres diagnostics avant d'arriver au diagnostic de maladie à corps de Lévy. Alors pourquoi ? Parce que finalement, on a des critères, et puis ces critères, ils ont évolué. Et donc les fameux critères de Makis, dont on a déjà parlé ce matin, qui ont été revus aussi en 2017, avec l'idée de les rendre plus sensibles, pour qu'on repère le maximum de patients. Donc là, je vous les ai remis. J'ai insisté sur les critères, les symptômes cliniques, puisque c'est la session, et que vous aurez cet après-midi ou un peu plus tard, les examens complémentaires, mais donc ces symptômes cardinaux qu'on connaît bien, les fluctuations cognitives, les hallucinations visuelles, les troubles du comportement en sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est la phase 4 du sommeil, c'est la phase où on rêve. Normalement, on ne vit pas ses rêves, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas, et là, en fait, il y a cette perte d'atonie musculaire, et on peut vivre ses rêves. Et puis, le fameux syndrome parkinsonien dont on a déjà bien parlé ce matin. Et puis, il y a toute cette série, je ne vais pas les relister là, mais de symptômes en faveur de signes cliniques. Donc non seulement on a des critères qui paraissent comme ça bien définis, et puis on a des algorithmes en fonction de combien, si on a tel critère, tel signe cardinal, si on a un examen complémentaire, etc. Donc finalement, on a quelque chose ici qui devrait nous servir de guide diagnostique. Pour autant, alors là, je vous ai mis que même si on a des critères, la sensibilité, la spécificité de ces critères, elle n'est pas non plus totale. Donc là, sur cette étude, les critères de 2017 n'ont pas été évalués, mais on se rend compte que avec l'évolution déjà de ces critères sont plus sensibles, c'est-à-dire qu'on va moins passer à côté
d'éventuelles maladies à corps de Lévy. La spécificité, elle reste quand même pas de 100%, hein, et vous voyez que c'est en gras en bas. Ben, si on regarde que les critères cliniques, la spécificité, ça c'est le critère de 2005, elle est de 77%, donc c'est pas du 100%, et que la précision ou voilà, la certitude diagnostique, elle n'est pas non plus de 100%. Donc ça, on le sait. Après, il faudra évaluer aussi les critères de 2017, qui sont les critères plus récents. Alors, finalement, pourquoi encore c'est une réalité? Alors, ce matin, ça a été parfaitement illustré, c'est qu'aussi, le début, c'est une évolution, on va dire, à bas bruit. Donc là, ce matin, on a eu plein de professionnels très initiés, mais ce n'est pas forcément le cas voilà, sur le terrain, partout, à tous les endroits. Et donc, cette évolution à bas bruit, elle va faire que eh bien, ce diagnostic n'est pas fait initialement. Donc non seulement elle est à bas bruit, elle est lente. On sait maintenant qu'il y a une courbe un petit peu comme ça, avec une première phase qui est d'évolution très lente. Et puis l'autre chose qui est importante, c'est que finalement ces fluctuations, elles sont faussement rassurantes. Ça c'est l'expérience. C'est finalement quand on remonte l'histoire, on voit que oui, le patient il allait moins bien, puis finalement il allait mieux. Donc on s'est dit voilà, c'était une fausse alerte. Finalement, il était déprimé, il est passé à la retraite, on a eu un décès. Finalement, on a plein d'autres explications qui vont justifier qu'il y a eu un bas, voilà. Et puis, le fait qu'il aille mieux fait que on passe à autre chose. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Il y a le deuxième point, et je rejoins parce que Jean en parlait tout à l'heure, c'est déjà une sémiologie qui passe en dessous du radar, parce qu'effectivement, en dehors des cercles spécialisés, qui va aller poser la question de est-ce que vous faites des cauchemars? Est-ce que quand vous vous réveillez le matin, le rêve, c'est rêve ou c'est réalité? Bon, pas grand monde, on va le dire. Et puis, cette fameuse critique, et je rejoins Jean Roche sur ce point, des hallucinations, on parle même d'hallucinose, qui fait que le patient ne va pas parler de lui-même, de ses sensations. Parfois même le conjoint, ça m'est arrivé plus d'une fois, où le conjoint n'est pas au courant, parce que le patient se dit, bon, c'est pas tout à fait normal, et puis il critique, et puis il se dit, si j'en parle, c'est exactement ça, on va me prendre pour un fou. Et donc parfois même quand je pose des questions, le conjoint me dit, non docteur, n'exagérez pas, il n'en est pas à ce point-là. Et puis là, le patient, alors pas toujours, mais se dit, ah tiens, j'ai une ouverture, je vais pouvoir parler quand même de ça, ou pas d'ailleurs. Et parfois, il ne va pas en parler. Et puis, donc, aussi, et je vais vous montrer ce qui se passe en hospitalisation, des symptômes donc très variés, mal compris, et notamment ces chutes à répétition, ces confusions à répétition, et donc ces fameux troubles du sommeil paradoxal qui ne sont pas forcément bien identifiés, alors même qu'ils sont des objets d'hospitalisation. Voilà, tout ça amène à des fausses orientations, mais on l'a dit ce matin, à des diagnostics de maladie d'Alzheimer, de Parkinson, à des adressages en psychiatrie, mais je vois qu'il y a une génération de psychiatres qui va relever le défi, même quand il y aura un adressage en psychiatrie. Donc voilà, ça c'est plutôt positif. Et quand on regarde ici cette étude qui a été faite sur presque 1000 aidants, on voit ce qu'on vient de dire. Hein. C'est une étude qui date de 2010, mais enfin, je pense qu'elle pourrait être, elle serait pas très différente aujourd'hui. Et vous voyez que, en termes de symptômes, ce qui était rapporté, c'était grosso modo moitié-moitié au niveau des symptômes au départ cognitifs ou au départ moteurs, et une petite minorité qui avait les deux à la fois. Et puis ces diagnostics, hein, donc j'allais dire la bipolarité, voilà, soit c'est un Alzheimer, soit c'est un Parkinson, et puis le reste c'est un peu nébuleux. Et puis la psychiatrie, vous voyez quand même, qui représente un quart des cas. Donc c'est quand même important, d'où l'enjeu, et ça a été vraiment souligné aussi par Frédéric Blanc, que voilà, qu'il y ait cette connaissance en fait de ce début-là. Vous voyez que là, sur cette étude française, 50% des patients avaient vu plus de 3 médecins et fait plus de 10 visites sur un an avant le diagnostic. Voilà. Alors, voilà. Donc, qu'en est-il des symptômes?
Donc, ce qui a été dit, c'est que c'est compliqué, même quand on va rechercher finalement ces symptômes qu'on connaît, qu'on sait, enfin, quelle est la question qu'on doit poser, ça va être difficile d'avoir les bonnes réponses. Et quand on dit, est-ce que vous voyez des choses, bien, il faut trouver les bons mots. Et encore une fois, c'est pas évident. Et puis, quand on dit, est-ce que vous avez vu, ça va se transformer. Ah oui, non, mais en fait, j'ai vu, mais non, j'ai pas vu. En fait, j'y pensais. C'est mon conjoint, il est décédé, donc c'est normal, j'y pense. Finalement, savoir est-ce que c'est une hallucination, est-ce que c'est un délire, est-ce qu'il a vu, est-ce que c'est... Voilà, ça peut être compliqué. Donc, il faut pouvoir reposer les mots, enfin les questions. Il faut vraiment revenir dessus. Il faut trouver la manière de poser les questions. Et c'est pareil pour les troubles du sommeil paradoxal, avec en fait un peu cette rationalisation aussi du patient ou de l'aidant. L'aidant aussi, il va rationaliser en disant oui, mais c'est normal parce que si et ça, le contexte fait que ça n'est pas un symptôme. Les fluctuations. Donc là aussi, on peut s'appuyer sur des critères, parce que ce critère des fluctuations, c'était assez difficile, même pour les professionnels, d'identifier, de dire est-ce qu'il y a une fluctuation ou pas. On sait que ça peut être une fluctuation cognitive et ou de la vigilance, c'est-à-dire des patients qui dorment, qui ont des moments de somnolence anormaux. Et donc, vous avez ici les critères. Mais vous voyez qu'aucun de ces critères pris isolément n'est suffisamment significatif. Donc des épisodes de somnolence, des épisodes où le patient regarde fixement un espace. Alors, aller expliquer ça et poser la question. Alors, on parlait des patients psychiatriques, mais le patient qui a des troubles cognitifs déjà un peu évolués, ça va être compliqué aussi d'aller repérer ce moment-là. Et est-ce qu'il y a quelqu'un à côté qui va repérer ce moment-là ? Par contre, si on arrive à voyez, la valeur prédictive, si on a 3 ou 4 de ces critères, elle augmente. Donc, la connaissance en fait des critères est quand même importante. Et puis, tout ça pour essayer quand même de ne pas passer à côté, on a la même chose aussi pour le syndrome parkinsonien. Parce que finalement, le patient, il est un petit peu lent. C'est vrai qu'il bouge pas beaucoup. Est-ce que c'est vraiment un syndrome parkinsonien ? Et donc là, Makis a aussi essayé de faire, Makis et les autres, mais enfin les critères ont essayé de faire évoluer les choses pour dire, à partir d'un seul symptôme, on va dire que le syndrome parkinsonien est présent. Mais c'est pas évident. Et bien sûr, donc si on a un doute, à ce moment-là, on peut faire un DAT scan ou un PET à la fluorodopa. Et retenir aussi, parce que ça, c'est du quotidien. J'ai une fille à mémoire complète, j'ai des étudiants, et de leur dire, ils n'ont pas tous un syndrome parkinsonien. On ne va pas attendre. S'il n'y a pas de syndrome parkinsonien, ça n'exclut pas le diagnostic. Donc, il faut aussi aller à la recherche de la maladie derrière des symptômes qui ne sont pas identifiés. C'est-à-dire, vous allez en consultation mémoire, que ce soit un neurologue, un gériatre, un psychiatre, on va dire tout le monde connaît la maladie à corps de Lévy. Mais vous allez aux urgences, vous allez dans des services d'hospitalisation, le patient, il est hospitalisé pour des chutes à répétition. Il y a fort à parier que dans le compte-rendu, on ne parle pas d'une hypothèse de maladie à corps de Lévy. On aura regardé s'il n'y a pas eu un problème cardiaque, ce qu'il a pris comme médicament, ce qui est une bonne chose. Mais ce n'est pas quelque chose d'automatique d'aller se dire, tiens, est-ce que ce patient qui chute à répétition, pour lequel on n'a pas trouvé grand-chose d'autre, est-ce que ça pourrait être une maladie neurocognitive ? C'est la même chose pour les confusions à répétition. Ces deux critères d'admission en hospitalisation sont extrêmement fréquents. En gériatrie, il y a beaucoup de patients qui viennent pour chute à répétition ou confusion à répétition. Donc, est-ce qu'on va aller rechercher si ça pourrait être une maladie à corps de Lévy ? Là aussi, on peut tout à fait passer au travers des mailles du filet. Vous voyez, il y a des études qui ont été recherchées la fréquence de ces symptômes-là. Et encore une fois, pour des patients qui n'arrivent pas en consultation mémoire, qui arrivent par d'autres biais. Et puis, bien sûr, l'hypersensibilité aux neuroleptiques. Là, j'allais dire, ça se fait quand même de manière plus fréquente et courante, c'est d'aller regarder s'il y a eu des changements récents de traitement.
Voilà. Et puis, ce syndrome dont on vous a parlé aussi ce matin, mais qui reste un syndrome mal connu, qui est le syndrome de Capgras, que moi j'appelle le syndrome Canada Dry. C'est comme ça que je l'enseigne aux étudiants. Alors pour ceux de ma génération ou plus âgés, je pense que vous avez tous connu la pub. Ça ressemble à de l'alcool, enfin ça a la couleur de l'alcool, ça a le goût de l'alcool, mais ça n'est pas de l'alcool. Voilà. Et donc voilà, moi c'est le syndrome de Capgras, c'est le syndrome de Canada Dry. Et donc cette personne qui est là et qui m'accompagne, elle ressemble à ma femme, elle a les cheveux de ma femme, voilà, mais ça n'est pas ma femme. Et ça, c'était extrêmement déroutant. Beaucoup de professionnels ne connaissent pas bien ce syndrome. Et alors, je ne vous parle pas des aidants. Et franchement, quand je parle du syndrome de Capgras, je pense à cette aidante qui était l'épouse d'un patient, un patient qu'on a pris en charge à un stade déjà évolué. Et elle m'a raconté sa vie, son histoire. Et elle venait à une époque où déjà, ça faisait plusieurs années où... alors c'est particulier parce que c'est pas toujours le cas, mais cette aidante, donc le matin, elle était l'autre, entre guillemets, elle était l'autre, et puis son mari lui expliquait qu'il était fidèle, que voilà, il pouvait pas tromper sa femme, et bon, en même temps, il voulait bien être courtois, il voulait bien voilà l'accueillir. Et puis à partir de 14h, c'est une histoire très particulière parce que voilà, c'est pas toujours comme ça, mais à partir de 14h, elle redevenait l'épouse. Et donc cette dame, elle s'est toute seule, entre guillemets, elle a dû d'abord être très déroutée, pas oser en parler, et puis quand elle en a parlé, je pense qu'on ne l'a pas vraiment entendue, comprise. Elle a dû s'adapter à cette situation, et du coup, elle l'a endossée toute seule, finalement, ces deux facettes d'elle-même, pour essayer voilà, que ça soit le mieux possible, le plus, j'allais dire, simple possible pour la vie de tous les jours. Donc voilà, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc les facteurs confondants dans l'enquête étiologique, une fois qu'on a regardé quels sont les symptômes, quelle est la cause? Et là, c'est ce que j'explique, ça c'est ma deuxième image, c'est le phénomène de l'entonnoir. Donc aussi bien au début de la maladie, eh bien, les signes les maladies sont distinctes, on arrive à les discriminer. Au bout d'un moment, elles se ressemblent toutes, et toutes peuvent avoir un peu le même spectre. Donc c'est ce que j'appelle le phénomène de l'entonnoir. Et là, en fait, on se rend compte que beaucoup de symptômes qui sont très discriminants au début de la maladie ne le sont plus ensuite. Par exemple, le syndrome parkinsonien, il est présent chez un quart des patients qui ont une maladie d'Alzheimer à un stade évolué. Si je regarde les troubles psychocomportementaux, je vais vous montrer ce qui se passe dans le service. Ça, c'est extrêmement fréquent, quelle que soit la maladie neurodégénérative. Et puis, on a des comorbidités d'autres maladies qui peuvent être associées ou qui peuvent avoir les symptômes qu'on voit dans la maladie à corps de Lévy. Et ça peut être le cas notamment de l'épilepsie, qui est à la fois une complication de la maladie d'Alzheimer, la maladie à corps de Lévy, et une cause en elle-même, par exemple, de somnolence, de fluctuation, de chute, etc. C'est le cas du syndrome, évidemment, d'apnée du sommeil, où on peut avoir des périodes de somnolence dans la journée. On va avoir les lésions vasculaires cérébrales chez le patient qui vont elles-mêmes occasionner des symptômes qui peuvent être identiques. Et puis, on a toutes les autres pathologies. Voilà, le patient il a une infection urinaire, il a une infection pulmonaire. Ça va entraîner un certain nombre de symptômes. Donc, la fréquence des associations et certaines étant des complications. Donc d'ailleurs, là, on a dans les critères de Makis ces points-là qui montrent que si ces symptômes apparaissent pour la première fois ou qu'il faut faire un peu la part des choses sur la discrimination, ceci étant les deux pathologies pouvant s'associer. Donc j'essaye d'aller plus vite. Voilà, donc ça c'est l'expérience sur le court séjour. C'est une étude qu'on a fait il y a 1 an sur une centaine de patients. On avait exclu les patients Covid. Donc voilà, on avait une centaine de patients. Vous voyez que c'est des patients qui arrivaient en court séjour à un stade évolué. Les 2 tiers étaient à domicile hors EHPAD et le tiers venait de l'EHPAD. Et vous voyez qu'ils venaient soit directement, soit pour plus d'un tiers des urgences. Eh bien, dans quasiment tous les cas, ils étaient adressés pour des troubles psychocomportementaux. Ça pouvait être agitation, déambulation, etc. Et là, vous voyez bien qu'à ce stade-là, ce n'est pas du tout significatif d'une maladie à corps de Lévy. Il y a des maladies à corps de Lévy, mais il peut y avoir toute autre cause de troubles du comportement.
Et d'ailleurs, quand on recherche toujours une comorbidité, une maladie associée, eh bien on retrouvait assez fréquemment une épilepsie, une iatrogénie, donc des médicaments qui peuvent être en cause, une cause infectieuse, une cause autre somatique, etc. Donc j'arrive au dernier point, et là les modérateurs soufflent, sur justement quels sont les enjeux du coup au stade tardif. Alors, doit-on faire un diagnostic au stade tardif ? La question peut être posée. Je veux dire, quelle est la définition du stade tardif ? Voilà. Est-ce qu'on est au début de la deuxième... Enfin, vous savez que la maladie évolue souvent donc, en deux phases, une phase très très lente au début et puis ensuite ça s'accélère. Donc, est-ce qu'on est au début de cette accélération ? Et ça peut être quand même intéressant de bien faire les choses. Ou est-ce qu'on est déjà au stade de troubles sévères psychocomportementaux ? Qui demande le diagnostic ? Est-ce que c'est pour une admission en EHPAD ? Et là, il n'y a pas vraiment besoin de savoir si c'est une maladie d'Alzheimer, effectivement une maladie à corps de Lévy, parce qu'on va voir que les enjeux ne sont pas très très différents. Et puis, est-ce que c'est le patient ? Est-ce que c'est l'aidant ? Qui fait cette demande ? Et puis, est-ce que ça va avoir un impact en fait sur les traitements ? Donc tout ça va faire qu'on va essayer de prendre en compte tous ces éléments. Mais vous avez vu que la clinique est souvent difficile et que aller demander à un patient qui est déjà à un stade très évolué d'aller dans un appareil, etc., c'est pas forcément approprié. Donc, on va prendre tous ces éléments en compte pour dire, oui, on va plus loin, ou on vous propose, et surtout, on va entendre aussi quelle est la demande du patient et de l'aidant. Donc, je vais passer sur les examens complémentaires que vous aurez. Tout ça pour dire que le point de vue de ceux qui vivent la maladie et qui accompagnent, donc voilà, il y a eu des entretiens qui ont été menés ici, enfin c'est des entretiens et du coup on a retenu 20 études donc sur une recherche entre 1995 et 2020 et les difficultés rapportées par les patients et leur entourage, c'était le fait de vivre avec un diagnostic et un pronostic incertain. Donc voilà, si on est au début de la deuxième phase, ça peut être vraiment important de savoir quelle est la maladie, comment on va pouvoir réagir, qu'est-ce qu'on va pouvoir anticiper, comment on peut comprendre tel et tel symptôme. C'est vivre avec la peur de comment faire avec, et puis donc notamment avec les symptômes psychocomportementaux, et c'est comment maintenir une vie sociale et émotionnelle. Donc c'est là, à ce stade-là aussi, que on va se poser les questions au-delà du diagnostic, quelle thérapie non médicamenteuse on peut mettre en place, quelle thérapie médicamenteuse aussi, et puis l'utilisation des unités spécialisées. Donc les unités spécialisées, donc les ESA, Alzheimer, les UCC, dont je vous dirai juste un mot, le soutien psychologique, l'éducation thérapeutique, ça vous en entendrez parler aussi cet après-midi, et puis d'autres questions, je vais plus vite aussi, parce que je vois qu'il y a une certaine agitation, et le réexamen du projet de vie. C'est juste pour laisser un temps en question. Oui. Non, mais c'est la sémiologie fine. Alors, du coup, les UCC, juste pour vous dire que les UCC, c'est des unités cognitivo-comportementales qui ont été labellisées lors du plan Alzheimer 2008-2012, qui d'ailleurs sont aussi présentes dans les feuilles de route qui ont suivi. Que ces unités, elles peuvent être intéressantes quand il y a des troubles psychocomportementaux, mais j'insiste sur le fait qu'il faut que le patient soit d'accord, que ce sont des unités sécurisées et que ce ne sont pas des unités fermées au sens de la psychiatrie. Donc il faut vraiment que le patient soit d'accord et que c'est pas des lieux de vie. Donc c'est pas un lieu où on va faire un diagnostic, c'est pas un lieu où on va rester en attendant d'eux. Voilà. Mais si on utilise ces unités dans ce pourquoi elles ont été faites, ça peut être tout à fait utile. Voilà, donc je terminerai, c'est ma dernière diapo, pour dire que finalement, à n'importe quel stade, on peut malgré tout, et même si on sait qu'il y a des biais de reconstruction de l'histoire a posteriori, essayer de reconstruire l'histoire. Ça fait partie aussi de la prise en charge, de dire mais comment ça avait commencé, quels sont les symptômes qui vous gênent au quotidien, qu'est-ce qui est présent. C'est important aussi d'expliquer pourquoi on va avoir telle ou telle hypothèse, pourquoi on est limité pour poser un diagnostic ou pourquoi on s'oriente comme ça. Donc ça, je pense que c'est toujours intéressant. Évidemment, donc l'intérêt d'expliquer les bénéfices, mais aussi les limites
à la fois des traitements et de ces unités spécialisées, d'expliquer voilà, le pronostic, et puis de hiérarchiser pour chacun les objectifs, ce qui va être utile et ce qui voilà, est peut-être plus au second plan. Voilà, je vous remercie.